Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Notre rencontre quotidienne, c'est une conversation à trois voix avec notre invité. Ce midi, il est auteur de bandes dessinées depuis un demi-siècle. Ses albums sont reconnaissables entre mille, sa marque de fabrique, le monochrome, des récits réalistes mais aussi fantastiques. Aujourd'hui, il vient nous parler de sa rencontre, une rencontre artistique avec le plus grand dramaturge et poète anglais, William Shakespeare, dans cet album qui paraît aux éditions Marie Barbier. Bonjour Enki Bilal. Bonjour. Bienvenue dans les Midis de Culture. Merci, bonjour. Shakespeare, Bilal, une rencontre, c'est le titre de cet ouvrage dans lequel vous revenez, Enki Bilal, sur votre adaptation de Roméo et Juliette en BD, c'était en 2011, on va y revenir. Et pourtant, vous le dites dès le début de cet ouvrage, d'habitude, vous ne relisez jamais vos propres livres. Je les relis, effectivement, peu ou presque pas, sauf lorsque, par exemple, je suis obligé de faire la suite de quelque chose. Vous avez fait beaucoup de trilogies, de tétralogies, de séries. Dans ces cas-là, mais c'est toujours une lecture assez technique. Là, c'est un livre très particulier, en fin de compte. D'abord, c'était pas une adaptation. Julia et Rome, en 2011. On va y revenir. Voilà, on va revenir là-dessus. C'était pas une adaptation, vraiment. Mais en fait, c'est une éditrice qui m'a un peu piégé. Bon... Vous vous êtes laissé piéger. Plaisir. Non, mais parce que c'est une très belle collection, puisqu'elle met quand même en perspective des artistes. Alors, il y a eu Drouillet-Flaubert, il y a eu Bloch, Pétrone, il y a eu Rabaté aussi, je ne sais plus avec quel auteur, malheureusement. Mais en tout cas, c'est à chaque fois des liens particuliers. Et donc, moi, je m'imaginais pas un jour faire ce travail de retour en arrière sur Shakespeare, notamment sur cet album qui utilise Shakespeare à des fins très très personnelles. Enfin, c'est presque irrespectueux en soi de triturer comme ça un auteur aussi immense, mais ça fait partie du jeu. Voilà. Vous aviez dit s'attaquer à Shakespeare, c'est de toute façon le trahir, et c'est aussi pourquoi vous me corrigez sur le terme adaptation, parce qu'effectivement c'est une inspiration. On va rentrer dans le détail, mais avec le recul, quel regard vous avez sur ce que vous avez fait en 2011 du coup? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Alors donc, effectivement, je suis obligé de relire donc 12 ans plus tard, enfin une dizaine d'années plus tard. Ça fait beaucoup de temps. Donc je le relis en disant, voilà, il va falloir que je m'explique, j'explique comment j'ai fonctionné et pourquoi j'ai fonctionné de telle manière. Alors, ça va paraître immodeste, mais en relisant, j'étais très content. J'étais très content parce que je trouvais que ça fonctionnait. En tout cas, voilà, j'avais oublié, en fin de compte, j'avais oublié l'ambition qu'était de la réalisation de cet album. Et je trouve que les choses fonctionnaient bien par rapport évidemment au contexte d'une trilogie qui était sur le coup de sang, sur la planète qui se révolte, qui met à l'épreuve des mini communautés de survivants. Donc voilà, je trouvais que le contexte mettait bien en valeur ce que j'avais voulu faire avec Roméo et Juliette de Shakespeare. Et ça s'est imposé je reviens en arrière, sur le moment où je faisais cet album. C'est presque au détour d'une route que je me suis dit, mais il peut arriver ça à mes personnages. Les personnages, je ne sais pas qui ils sont, ce qu'ils vont faire. Et je me suis dit, à un moment donné, mais ils pourront peut-être, à leur insu, être mis à l'épreuve par la planète et ils seront en situation de rejouer la tragédie la plus énorme de l'histoire de la littérature. C'est la tragédie amoureuse par excellence, tout le monde la connaît. Et donc voilà, c'est comme ça que... Et donc le fait de relire ça, je me dis, voilà, le pari était gagné. Voilà, alors que j'avais un peu oublié le contexte. Dans ce livre, donc, une rencontre entre Shakespeare et vous, Enki Bilal, il y a un entretien avec vous où vous revenez effectivement sur la jeunesse de cette œuvre, sur les idées que vous aviez à ce moment-là, et on va les rentrer dans le détail dans un instant. Il y a aussi des liens entre vous et le dramaturge anglais, et puis il y a énormément de dessins, une soixantaine. Comment vous re-regardez ces dessins aujourd'hui avec votre œil d'Enki Bilal de 2023? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez changées? Vous vous dites, à ce moment-là, je travaillais comme ça, je dessinais comme ça, c'était mon trait, c'était ma façon de penser. Aujourd'hui, j'aurais pu faire pareil? Il y a toujours ça, effectivement, on se dit toujours ça, j'aurais pu faire autrement, différemment, mieux.
Mais faut pas, voilà, une fois que j'ai compris ça, je le sais, je m'attarde pas trop dessus, c'est pas utile. Mais il y a une cohérence absolue, donc graphiquement, j'assume évidemment ce travail, qui est effectivement un travail de monochrome, hein, vous le disiez tout à l'heure. D'habitude, c'est de la peinture, c'est de la couleur. Là, c'est un papier teinté. Là, je fais un peu de technique, hein, c'est papier teinté. Alors, le premier volume de la trilogie du coup de sang, c'était Animals. Ça se passait donc dans un désert de glace, d'eau, dans le froid, et on était sur un papier bleu légèrement grisé. Et puis, je me suis dit, pour la deuxième incursion dans ce monde, je vais changer de lieu, je vais changer de papier. Et en fait, c'est le papier qui a déterminé presque le choix du désert. Donc, j'ai trouvé un papier ocre que je trouvais assez beau. Et je me suis dit là-dessus, le rehausse du blanc va très bien fonctionner. Et je me suis dit, mais alors là, du coup, c'est après l'eau, la glace, on va passer dans le désert. Et en plus, on est dans les éléments de la nature, de la planète elle-même. Et ça, des choses se sont faites comme ça. Donc, voilà, des images qui sont dans ce livre, vous pouvez me le dire, et sont toutes extraites de l'album de bande dessinée. C'est-à-dire que j'ai extrait des cases sans le texte, puisque je travaille sans le texte, je travaille case par case, et ensuite je fais le montage. Donc c'est une mise à nu, hein, du travail avec notamment des croquis préparatoires. Alors justement, qu'est-ce que ça apporte aux fans de BD, aux fans d'Enki Bilal de voir tout ça, BD, de découvrir? Je sais pas ce que c'est, je n'aime pas trop ce mot, parce que je comprends pas les fans de BD, mais je pense que ça apporte, en plus le choix, ça m'a moi surpris, mais j'ai discuté avec l'éditrice, et justement, c'est que quand on ouvre le livre, sur la page de droite, il y a le dessin préparatoire. Qui est un dessin rapide, jeté, un crayonné comme ça, qui flotte au milieu de la page. Et en fait, c'est sur la page de gauche qu'on découvre seulement après le dessin finalisé sur ce papier teinté. Donc voilà, ça prouve clairement qu'il y a volonté d'établir un lien entre le premier geste du dessin et ce qui est le travail final. Donc je trouve que voilà, il y a une forme de narration graphique qui vient en plus de tout ce qui est abordé dans les entretiens et dans l'analyse de ma relation avec Shakespeare. Très naïvement, quand j'ai eu ce désir de faire Roméo et Juliette, j'ai tout de suite imaginé un Roméo et Juliette dont la problématique des familles qui se détestent dépassait le schéma familial, mais s'étend à un schéma social, c'est-à-dire de lutte des classes, en fait. Et évidemment, je me suis appuyé là-dessus pour construire la dramaturgie. Et immédiatement, j'ai pensé à Enki Bilal, à ses personnages, à cette espèce de futur proche où le monde est en délabrement, en train de basculer, une sorte de nomenclatura qui est en place, et puis des gens qui sont des sous-hommes presque, qui sont des homeless qui vivent dans... Et donc, je lui ai écrit une lettre en lui expliquant comment je voyais ce Roméo et Juliette. Et tout de suite, il m'a répondu. On s'est vu très vite. Et puis, on a démarré. Et c'était tout de suite une vraie complicité qu'on continue à entretenir d'ailleurs. Mais avec Enki, ça a été vraiment une explosion de créativité, d'échange. C'était assez formidable. Au micro de France Inter, le 5 mars 2014, Angéline Preij-Jocage, le chorégraphe avec qui vous aviez travaillé, Enki Bilal, pour son ballet Roméo et Juliette en 1996. C'est là véritablement la première rencontre entre vous et l'auteur, dramaturge anglais, William Shakespeare, la première fois que vous utilisez son texte qu'il a écrit pour créer quelque chose? Ah oui, c'est la vraie première rencontre. J'avais eu des rencontres de lycéens, d'étudiants classiques, hein, y compris d'ailleurs, je me souviens d'un spectacle théâtral qui avait été monté au lycée où j'étais un peu à cette époque-là avec une comédienne, une lycéenne, donc voilà, j'étais un peu impliqué dans l'histoire. Mais la vraie, effectivement, rencontre, c'est d'abord avec Angelin, Preij-Jocage. On a d'abord fait le spectacle en 1991, je crois, c'était pour l'Opéra de Lyon.
le magnifique Opéra de Lyon. Et on a fait effectivement ce que dit Angelin est tout à fait juste. Il y a eu une rencontre. Je pense que nos origines nous y ont aidés. Il est d'origine albanaise, même s'il est né en France. Moi, d'origine yougoslave, j'aime bien dire ça, plutôt d'entrer dans les subdivisions qui ont suivi après. Et donc, on s'est très vite compris, d'autant que en 90 commençait l'éclatement de la Yougoslavie. Donc on était vraiment dans ce contexte de tension terrible, ce drame qui allait faire exploser ce pays. Et tout naturellement, on s'est dit, le Roméo et Juliette, ça peut être ça. Ça peut être une Bosniaque avec un Serbe, un Croate avec une Serbe. Bon, bref. Et effectivement, il y a eu beaucoup de plaisir de création commun. Voilà. Puisqu'on questionne vos liens avec William Shakespeare, qu'est-ce qui, dans la langue de Shakespeare, qu'est-ce qui, dans le mythe de Roméo et Juliette, qui a été d'ailleurs, adapté au cinéma, à la télévision. Et beaucoup. Qu'est-ce qui vous a touché, marqué, qu'est-ce qui vous a inspiré pour créer quelque chose de visuel? Le décor, c'est quelque chose de très visuel. Alors, d'abord, évidemment, il n'y avait pas les mots. Dans un ballet, nous avons une musique en plus, une musique qui est celle de Prokofiev. Moi, je préfère celle de Prokofiev à celle de Tchaïkovski, par exemple. Moi aussi. Ouais, c'est vrai. Je trouve que c'est évident. Ouais. Il y a ça marche évidence. Mieux. Et en plus, Angelin a fait, notamment dans la version de 96, lorsqu'on a repris les spectacles, on a fait une version encore plus populaire, et plus presque cinématographique. Donc il y a vraiment quelque chose de magnifique dans ce ballet, parce que Angelin, c'est un immense chorégraphe, danseur au départ, mais immense chorégraphe, contemporain, moderne. Oui, donc vous remettez Roméo et Juliette dans un autre contexte. Voilà, tout d'un coup, là, on s'est dit, on va raconter une histoire. On peut pas ne pas raconter cette histoire. En plus, tout le monde la connaît, tout le monde l'attend. Donc, les mots n'étant pas là, moi, j'ai fantasmé un décor. On s'est très vite entendu. Il m'a dit, moi, j'aimerais qu'il y ait des chiens et un chien qui passent comme ça, des passerelles. On a travaillé vraiment ensemble sur le concept. Et donc, on a créé une sorte de dictature qui va vous contrarier. Un amour magnifique, voilà. Et seulement après, en revenant sur le livre, sur Julia et Rome, que je me suis trouvé confronté au texte. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec une histoire comme celle-là, qui est universelle, que tout le monde connaît, cette histoire peut se passer de mots. Totalement, puisque simplement une musique, une chorégraphie, des danseurs exceptionnels, des corps qui font vivre l'émotion, qui la provoquent. Tout ça, c'est ça qui est très beau. Voilà, Shakespeare permet le muet comme le verbal. Mais c'est parce que tout le monde connaît Roméo et Juliette aussi, c'est pour ça. C'est-à-dire qu'il y a d'autres pièces de Shakespeare qui sont pas... on peut pas se passer des mots, là, pour le coup. Je suis bien d'accord, absolument. Et puis, en plus, c'est vrai que c'est la pièce la plus universelle de Shakespeare. Voilà. Après, les autres, elles touchent au pouvoir, à des tas de choses qui sont aussi universelles, mais il n'y a rien de plus fort, plus fort que l'histoire d'amour. L'histoire d'amour, ça arrive à toutes les couches, toutes les populations, depuis que la planète existe, depuis qu'il y a de l'humain dessus, même les animaux s'aiment, donc il y a vraiment quelque chose, c'est le vivant. Enki Bilal, comme on revient sur la création de votre album, volume 2 de ce coup de sang, trilogie du coup de sang, consacré à Roméo et Juliette, ça s'appelle donc Julia et Rome, c'est publié chez Casterman. J'aime pas ce titre. Pourquoi ? Je trouve que je ne sais pas comment le prononcer. Vous l'avez bien prononcé, mais en même temps, est-ce qu'on dit Rome donc c'est un titre raté, mais j'assume totalement. Je l'ai su depuis le début. En même temps, Roméo et Juliette... C'est mieux. Oui, c'est les prénoms, d'accord. Voilà. Oui. Bon, en même temps, ça dit ce que ça veut dire, quoi. J'aurais pas dû forcément faire un clin d'œil, un lien avec Juliette et Roméo. Voilà. J'aurais dû appeler ça, je ne sais pas... l'amour fou, je ne sais pas, j'ai n'importe quoi. Enfin, bon. En tout cas, il y a quelque chose qui vous a marqué dans cette histoire et que vous allez dire n'importe quoi aussi. Que vous allez. De temps en temps, oui, mais on a le droit. Surtout sur France Culture. Je vous en prie. Ça va, c'est pas trop n'importe quoi. Non, normalement on essaie d'aller quelque part. Pour créer cette
ce que vous n'appelez pas une adaptation, mais en tout cas une inspiration du mythe Roméo et Juliette. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous tirez aussi de ce que vous déjà de votre réflexion sur ce ballet dans les années 90 jusqu'en 2011, puisque là on est en gros, pour résumer, vous gardez l'intrigue minimale, c'est-à-dire la rencontre entre un jeune homme et une jeune femme, Julia et Rome, donc de deux familles différentes. Ce coup de foudre, vous le gardez vous aussi, mais vous allez vouloir changer le récit initial de William Shakespeare, puisque la fin ne vous va pas. La fin ne vous convient pas, c'est tragique, et vous voulez plutôt quelque chose de... Un happy end. Un happy end, quoi. Alors, le happy end, en fait, c'est l'envie du happy end qui a déclenché le désir d'aller au bout. Ok. En fait, sinon, je me trouvais effectivement dans la situation d'une adaptation et qui aurait pas servi à grand-chose. Alors, pourquoi le happy end? C'est parce que tout simplement, je m'étais mis dans la tête que dans cette trilogie du coup de sang, la planète pousse un coup de sang, donc c'est vraiment l'expression très très triviale, très ordinaire, hein, coup de sang, je piquais un coup de sang. Elle pique un coup de sang contre les humains. Elle en a marre parce que je trouve. La planète elle-même, hein, la planète elle-même, comme si elle était un être vivant, Mm. comme si elle était ce qui est vrai à mon sens, c'est un être vivant. Et donc elle se débarrasse elle les met à l'épreuve, donc elle se débarrasse comme un chien se débarrasse de ses puces en se secouant, en sortant de l'eau, voilà. Et donc il reste un certain nombre. Alors moi, je montre pas la violence, la mort, tout ça, je montre pas, mais je dis simplement la planète là, elle est presque déserte. Et il y a des groupuscules. Alors, on est dans le western qui vont essayer de retrouver des points où ils vont pouvoir relancer une vie potentielle, un Eldorado, etc., etc. Et donc la planète les met à l'épreuve, ceux qui sont vivants, à travers la mémoire notamment, parce que tout ayant été détruit. Il ne reste que des humains, et des humains avec leur cerveau et leur mémoire. Alors la mémoire de la culture, c'est quelque chose qui m'est très 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 cher, évidemment, me paraît essentiel en plus. Donc cette mise à l'épreuve, elle est faite dans le premier volume, Animals, d'une certaine manière, et dans le deuxième, Julia et Rome, je me dis, mais qu'est-ce que sera cette mise à l'épreuve? Et c'est là que il y a le déclic, je ne sais pas comment il est arrivé, le désert, là je dis, voilà, les deux gamins qui sont jeunes, qui sont perdus sur le bord d'une route en train de crever de soif. Et si c'est l'un d'eux, si ça nous menait à Roméo et Juliette. Et là, je ne sais pas comment c'est venu. Peut-être que j'ai revu des images du ballet, ou peut-être que j'ai vu un titre traîner dans une librairie, j'en sais rien. Mais en tout cas, là, je me suis dit, c'est très fort. C'est que l'épreuve, ça va être que des gens, à leur insu, ne se rendent pas compte, mais qui vont vivre ce drame, et qu'un devra se rendre compte qui sont en train de vivre, qui vont vers la tragédie absurde, la mort. Et donc, il va falloir qu'il y ait une espèce de quelqu'un qui contrarie cette mécanique implacable. Et ça amène forcément à happy end. Je me dis, mais c'est extraordinaire. On n'a jamais vu de happy end sur Roméo et Juliette. Enfin, à ma connaissance, je ne sais pas. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça part. Et du coup, à ce moment-là, le défi c'est excitant. Je sais qu'à ce moment-là, j'aurais envie qu'à un moment donné, le texte original de Shakespeare vienne se greffer là-dedans. Donc, il y a une vraie excitation. Je pense que c'est assez rare. Je suis toujours très heureux de faire ce que je fais, de le raconter. Mais là, il y avait quelque chose de particulier. Mais c'est quand même frappant. 91, 2011, 2023, vous avez une sorte de compagnonnage avec Shakespeare. Ça s'explique parce que c'est quand même un grand classique. Vous l'avez dit, Roméo et Juliette, c'est universel, je dirais même ultra universel, même si bon, je sais pas si ça se dit trop, mais il y a quand même quelque chose à la fois de l'évidence et en même temps, bon, on peut aussi s'en passer de Shakespeare. Oui. Comment vous expliquez une telle omniprésence de cet auteur? Comment une telle rencontre justement entre vous et Shakespeare? Alors, cette troisième rencontre, là, c'est pour essayer d'essayer de comprendre. Alors, est-ce que vous avez compris? Donc, dans 12 ans, je vous dirais... comment... Ah ben, on va faire un quatrième. Ouais. Mais, en fait, c'est vraiment Alors, je suis très... En fait, ce qui est très étonnant, c'est que finalement, l'état du monde, tel qu'il est, il a beau évoluer, pas forcément bien. En ce moment, on peut pas être très, très satisfait de l'évolution de la planète, hein, à tout point de vue. Mais il semblerait que de toute façon, quoi que l'on fasse, dans quelque situation que l'on soit, même si on est au bord d'un précipice, dans les derniers instants, on aura peut-être besoin de vouloir s'aimer. Voilà. Et on n'aura pas envie que quelqu'un vienne vous dire, attends, toi, tu n'appartiens pas à ma famille, et donc non, on veut pas empêcher ça. Donc, quelque part, c'est peut-être que la seule chose qui ne change pas dans l'histoire de l'humanité, c'est ce besoin d'aimer et de s'aimer. Et ça, Shakespeare l'a dit, en fait, c'est ça.
Il l'a très bien dit et c'est pour ça que ça traverse le temps. Alors moi, j'en suis un des... C'est par accident hein, que tout ça se passe. Moi, je ne maîtrise pas la situation, je n'ai rien à démontrer, mais simplement, je suis très heureux d'être un peu une forme de baromètre. Vous venez de me faire cet honneur, c'est-à-dire que tous les 10 ans, je remets Shakespeare dans... Est-ce que Enki Bilal, dans cette trilogie, puisque vous l'avez dit, c'est une trilogie, on a l'impression aussi qu'il y a quelque chose qui change chez vous, et vous l'avez dit, je suis très heureux quand je trouve cette idée qui m'amène à Roméo et Juliette et que je vais donc mettre sur papier, mais il y a aussi la place du texte, l'importance du texte. Qu'est-ce qui fait que, je vous ai décrit comme auteur de BD, mais que vous êtes surtout auteur et aussi dessinateur de bande dessinée, et que les deux sont liés, et que la littérature vous fait perdurer. J'ai parlé d'un demi-siècle déjà, vous m'avez regardé avec des grands yeux tout à l'heure, mais c'est peut-être ça qui fait que... demi-siècle. Ah oui, mais bon, Shakespeare... Oui, mais il est mort, Shakespeare, là, vous êtes... Non, il n'est pas avec nous en studio. Il est avec nous, là. Il nous écoute. Louis, le texte, alors non, oui, c'est vrai que je suis un peu... J'ai rien contre l'auteur de BD, je suis auteur de bande dessinée. Mais je suis auteur, tout simplement. J'ai même fait des films, je fais de la peinture, je fais des tas de choses comme ça. Tout est lié pour moi. Donc, je dirais même quelque chose qui surprend, mais je le dis de plus en plus souvent parce que j'en suis convaincu. J'éprouve peut-être plus de plaisir à l'écriture qu'au dessin, d'une certaine façon. Et par exemple, le travail c'est pour ça que quand j'ai dit tout à l'heure, je m'autosatisfais pas de moi-même, je suis pas dans ce trip-là, je fonctionne pas comme ça. Mais quand j'ai dit que j'étais content de relire Julia et Rome, 10 ans après, c'est que j'ai retrouvé le plaisir que j'avais eu à écrire, et j'ai retrouvé la musique. Moi, je suis très, 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 très attaché à la musique des mots, à l'équilibre des phrases. Très souvent, ça se joue à un mot, une virgule, le rythme, la diction, tout ça, je l'entends. Et donc, j'ai retrouvé ça en le relisant. Donc ça m'a beaucoup plu. Et c'est pour ça que je me suis éloigné un peu de la bande dessinée classique, traditionnelle, c'est parce que précisément, je favorise peut-être cette musique des mots, qui ne correspond pas forcément à ce qu'est le langage de la bande dessinée classique traditionnelle, avec une espèce d'efficacité, avec des dialogues, des choses. Donc voilà, je rends hommage finalement à cette chance que j'ai eue d'arriver à l'âge de 10 ans en France, 9 ans, et de devoir apprendre une nouvelle langue. Ça m'a vraiment transformé, ça m'a donné des buts, des envies de création, et je pense que les mots français que j'ai appris ont énormément contribué à la fabrication de mon graphisme, par exemple. Monsieur Goscinny, vous faites donc partie du comité de rédaction d'un journal d'enfants qui a environ 2 ans d'existence, Pilote. C'est un journal moderne, reflétant notre époque bouleversée par les progrès techniques extraordinaires. Quels sont les problèmes qui se sont présentés à vous lors de la création de ce journal ? Nous voulions faire un journal nouveau, puisqu'il existe d'excellents journaux qu'on pourrait qualifier de classiques. Il fallait donc trouver quelque chose qui réponde au goût des enfants actuels, des enfants de notre temps. Nous avons bien sûr des bandes dessinées dans un journal d'enfants. Les bandes dessinées, on peut dire, constituent quand même la base. Pensez-vous avoir des lecteurs adultes ? Ah oui, absolument. Ça, nous avons fait un référendum qui nous a donné une réponse qui nous a même étonnés. Nous avons demandé aux enfants, est-ce que vos parents lisent Pilote ? 90% oui. Et nous recevons constamment des lettres. Les instituteurs, par exemple, lisent tout le temps. Et puis des lettres d'adultes, beaucoup, énormément. René Goscinny au micro de... C'est son humour, là, quand il dit nous avons fait un référendum auprès des enfants, c'est génial. On a l'impression, Enki Bilal, que cette question, elle est toujours d'actualité. Est-ce que la bande dessinée, c'est pour les enfants ou c'est pour les adultes ? Vous en pensez quoi, vous, aujourd'hui ? Je pense que la bande dessinée, chacun peut trouver son. Maintenant, en plus, il y a une très grande variété. Hein. Il y a énormément de choses qui sortent. Il y a énormément de genres. Hein. Il y a de la qualité. Il y a de la médiocrité aussi, hein, comme dans tous les domaines. C'est signe que ça marche bien. Moi, je pense que la bande dessinée est quand même liée beaucoup, précisément à l'enfance et à la nostalgie. Moi-même, je fonctionne comme ça quand j'ouvre un Tintin, par exemple, un album de Tintin, ou un Astérix ancien, ou un Gaston Lagaffe, ou un Blueberry, enfin bon, bref, de citer. Il y a une forme d'émotion, quelque chose à l'intérieur qui fait qu'il y a vraiment la nostalgie se réveille.
l'odeur du papier, retrouver les sensations de lecture. Enfin bon, tout ça, c'est très lié à la bande dessinée, plus qu'à la littérature, évidemment. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai changé aussi ma façon de travailler, ma façon d'aborder la bande dessinée, ou en tout cas les livres que je fais. C'est pour ne pas être attaché, pour ne pas être prisonnier de ce besoin de nostalgie que le lecteur de base a. Alors, le lecteur de base déteste que son auteur favori change. Donc, c'est une forme de trahison, on a envie de retrouver quelqu'un. Tout à fait à mes dépens, et j'assume parfaitement. Donc, j'ai trahi énormément de lecteurs. Et qui me reprochaient, etc., y compris des critiques qui se sont sorties. Qu'est-ce que vous avez changé? Qu'est-ce qui a changé? À quel moment c'est ce dont vous parliez sur l'écriture? Ne pas refaire les choses, parce que ne pas refaire toujours la même chose, parce que c'est ça qui crée l'addiction et la nostalgie, hein. Et peut-être se libérer de certains codes. Donc, par exemple, les onomatopées, j'en mets pas, etc. De certaines façons de découper, avec des ellipses beaucoup plus lourdes, plus longues, avec des pavés de texte plus grands aussi. Et donc voilà, moi je l'ai fait sciemment, et parce que simplement ça correspond à mon envie d'expression, voilà, et de mêler le verbe et l'image. Donc c'est totalement assumé. Je suis très 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 heureux de ce parcours, voilà, de l'avoir fait. Mais effectivement, je sais que ça a désorienté pas mal de lecteurs traditionnels. Donc la bande dessinée, en fait, elle est beaucoup liée à la tradition et à l'enfance. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez appris la langue française à l'âge de 9-10 ans, et vous avez dit que votre apprentissage de la langue et de certains mots avait vraiment influencé votre graphisme. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que c'est certains mots, vous vous souvenez de votre premier mot en français que vous avez pris et qui aurait orienté votre graphisme d'une certaine manière? Pas sûr, pas que ce soit le premier mot. Le premier mot, c'était pour aller acheter une baguette de pain. Donc, j'avais appris la phrase par cœur phonétiquement, que mon père qui parlait pas trop bien, mais beaucoup mieux que... bon, je me souviens de ça. Non, je pense que c'est effectivement la découverte des textes, des premiers textes, à l'école, au lycée. Je pense à... j'étais devenu fan de Jules Verne, par exemple. Ouais, j'adorais Jules Verne. Et puis, quand je découvre Baudelaire, c'est ce que je cite souvent, là, je suis confronté à une organisation de mots qui est totalement inédite, hein, la poésie, et puis la poésie de Baudelaire, et puis des mots que je ne comprends pas. Donc, le dictionnaire devient... comment dire, une roue de secours, et en même temps, je ne sais pas, quand je lis pour la première fois une charogne, c'est quelque chose qui me frappe. Bon, et là il y a des images qui arrivent. Donc d'autres auteurs, d'autres écrivains je sais pas, Lovecraft par exemple, c'est un écrivain américain de fantastique qui est très très malsain comme personnage, hein, très antisémite, enfin quelque chose d'assez. Le personnage est assez horrible en soi, mais il a écrit des choses qui sont très puissantes et très fortes et qui m'ont aussi énormément influencé. Alors c'est étrange qu'un homme d'image rende hommage à la langue, au verbe, pour dire ça m'a permis de dessiner. Mais je l'assume totalement parce que j'en suis convaincu. On a écouté René Goscinny il y a quelques instants, qui parlait donc de ce magazine, de ce journal Pilote. C'est là où vous avez commencé la bande dessinée, Enki Bilal, en 71, puisque vous remportez un concours organisé par Pilote. Et donc vous entrez dans ce journal. Très rapidement, il y a une autre rencontre après celle de René Goscinny. C'est Pierre Christin qui va teinter de politique, de géopolitique votre bande dessinée. Avec lui, vous allez introduire justement cette dimension géopolitique. Vous allez raconter des choses qui ne sont pas racontées à l'époque en bande dessinée. C'est très exact. En fait, Pierre Christin moi, j'avais fait quelques histoires courtes d'ordre fantastique, hein, précisément inspiré de Lovecraft. Bon. Et je rencontre Pierre Christin qui me dit... Journaliste, mais non, prof de journalisme. Ouais. Prof de journalisme et auteur de scénario de bande dessinée et romancier également. Et donc, je connaissais évidemment pour Valérian avec Jean-Claude Mézières, et puis pour le premier album qu'il avait fait avec Tardy, qui s'appelait Rumeurs sur le Rouergue. Et lorsqu'il me rencontre, il me dit, voilà, j'apprécie beaucoup ton travail, j'ai vu tes dessins, j'ai vu tes premières histoires. Est-ce que ça t'intéresserait qu'on en discute? Est-ce que ça t'intéresserait de travailler sur un récit long, etc. Et c'est comme ça que j'accepte de travailler sur La Croisière des Oubliés, qui est un livre qui est un peu la suite du travail qu'il avait fait avec Tardy. Et là, effectivement, on est dans un contexte régional, la France, la politique, le réel, la réalité contemporaine. Donc ça, ce sont des sujets que la bande dessinée n'abordait pas. Donc on peut évidemment dire que Christin a amené
cette ouverture sur le monde adulte, hein, finalement. Et donc, j'accepte. Alors, je lui dis, je suis un peu frustré parce que je trouve qu'il n'y a pas... Moi, j'aime bien le fantastique, j'aime bien que ça se décale un peu. Parce qu'il m'a emmené, c'était drôle, il m'a emmené dans les Landes. Il enseignait à Bordeaux, il m'a dit, viens, l'histoire va se passer là, je vais te montrer de cette région. Moi, je connaissais pas la France, quasiment pas. Et donc, on fait de la route, et je me dis, mais il y a des pins partout, des dizaines de kilomètres de pins alignés. Je dis, mais ça va se passer là, l'histoire? Il me dit, bah oui, pourquoi? Je dis, bah attends, les pins, c'est pas sympa à dessiner quand même. Pourquoi c'est pas sympa? C'est un peu monotone? Bah oui, je sais pas, Ouais. non, je me tentais pas trop. Et ce qui est étonnant, c'est que du coup, pardon, mais vous lui piquez son regard presque journalistique sur le monde, sur l'endroit où il vit, mais vous voulez toujours en faire quelque chose de fantastique. Alors voilà, je voulais qu'il... Alors il m'a dit, mais moi je suis tout à fait d'accord, moi c'est ma culture aussi, donc on se met d'accord pour mettre du fantastique dedans. Donc moi j'étais content. Sauf pour les phalanges de l'ordre noir, on n'a pas mis de fantastique parce que l'histoire était tellement forte en elle-même que j'étais le premier à lui dire on la laisse comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est cette aventure avec lui qui a duré jusqu'à Partie de chasse quand même. On a fait un certain nombre d'albums et Partie de chasse ayant été aussi un peu prémonitoire sur la chute, la fin du communisme. 1983, vous prédisez en gros l'éclatement, enfin vous dessinez la chute du bloc de l'Est. Donc c'est ce qui se passe. On est presque la course contre l'actualité. Hein. On voulait que notre album sorte avant que le communisme s'effondre vraiment. On a réussi à faire effondrer le communisme aussi d'ailleurs. Je plaisante. Mais c'est vraiment oui, c'était un moment très fort aussi parce que c'est la bande dessinée à ce moment-là, cette bande dessinée est reconnue, passe dans un milieu tout d'un coup plus intellectuel. Bernard Pivot s'intéresse à nos livres. On apprend, et ça nous touche vraiment très très profondément, que Partie de chasse va circuler dans les pays de l'Est, dans cette période un peu trouble, au moment où ça vacille et au moment où le communisme va tomber. Donc voilà, on est pris dans une forme de reconnaissance du monde adulte avec ces albums-là. Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Qu'est-ce que vous cherchiez, Clara, devant la porte du président? Vous vous intéressez à lui? Comme tout le monde, il me semble. Pourquoi vous êtes venu ici? Comme vous, comme les autres. Pour m'abriter. Je vous ai posé une question. Je suis venue pour espionner. Pour assister en filmant à la déchéance d'une classe. À la fin d'un monde, ça vous va, ça? Ça me paraît plus proche de la réalité. Alors vous devez avoir envie de me poser des questions? Allez-y. Filmez-moi. Je vous écoute. Vous avez reconnu votre Jean-Louis Trintignant et Carole Bouquet. Ouais. Enki Bilal, Bunker, Palace, Hôtel, La fin d'un monde, La déchéance d'une classe. Votre film nous plonge dans une dictature imaginaire. On est dans un monde futuriste. Là encore, le régime en place va être renversé par une rébellion. Et ces hauts dignitaires ont tout prévu puisqu'ils ont créé un bunker où ils vont aller se réfugier. Deux choses sur cet extrait de film. D'abord, votre passion pour le cinéma, qui, on a l'impression, pousse en quelque sorte cette passion de la BD pour s'imposer finalement au fil des années et puis peut-être de manière un peu aléatoire, ça va, ça vient. Et puis toujours cette idée aussi, on en parlait il y a un instant avec Partie de chasse, de s'inspirer du monde dans lequel on est, de ce monde qui est en train de changer à la fin des années 80, au début des années 90. Oui, le cinéma, c'est un truc d'enfance. Hein, moi, belgradoise, carrément, quand j'étais gamin, j'allais sans arrêt au cinéma. Ma mère nous emmenait, ma sœur et moi, voir des films. Alors, il y a des films pour enfants, fabrication locale, j'allais dire, ou alors au pays de l'Est, à Tchèque notamment. Hein. J'allais voir ça. Et puis, lorsque j'ai eu 7-8 ans, commençant à être un peu plus grand, je commençais à voir des premiers westerns américain. Et donc tout ça, le cinéma m'a marqué. Et tout au long de ma
période banlieusarde à Paris, quand j'étais arrivé, le cinéma faisait partie d'un rituel du dimanche après-midi. Alors je passais d'un péplum à un western, à un film d'espionnage, et à chaque fois je commençais une bande dessinée correspondant au thème que j'avais vu au cinéma. Donc voilà. Donc le lien s'est fait très vite. C'est-à-dire qu'on est parti des films que vous voyez, vous essayez de les dessiner ensuite, pour ensuite revenir au film. Il y a quelque chose un peu de cyclique. En tout cas, il y a des liens très évidents pour vous entre filmer, créer un film et faire une bande dessinée. C'est la même mécanique en fait, sauf que simplement je me disais faire un film. Ah oui, mais alors moi je voulais faire un court-métrage, c'était prévu, hein, c'est comme ça d'ailleurs que je commencerai. Mais un court-métrage, je me disais ça, le cinéma, il faut une technique, il faut apprendre la technique, il faut sortir d'une école, etc., etc. Donc ça me paraissait inaccessible. Mais la mécanique de création, narration, ça se ressemble. Hein. On va pas, les codes sont différents, bien sûr. Mais le dessin, évidemment, la bande dessinée, c'est un truc totalement artisanal. On n'a pas besoin de beaucoup de finances pour le faire. On est dans son coin. Là, le cinéma, ça me paraissait plus complexe. Mais c'est finalement par la reconnaissance que j'ai eue dans la bande dessinée qu'on viendra me proposer de faire un film. Voilà. Merci beaucoup Enki Bilal d'être venu dans les Midis de Culture. On s'approche de la fin de l'émission. Je vais rappeler qu'on peut découvrir donc dans cet ouvrage publié aux éditions Marie Barbier, Shakespeare, Bilal, une rencontre, les coulisses en quelque sorte de ce qui a inspiré Julia et Rome en 2011. C'était chez Casterman donc. J'ajoute que cet ouvrage fera l'objet d'une exposition à la Galerie Barbier. Ce sera à Paris au mois de janvier et février prochain et que vous sortirez l'année prochaine en 2024 le 4e tome de votre série d'album qui s'appelle Bug. Pour finir, Enki Bilal, nous avons choisi 2 chansons, l'une sur Hamlet, l'autre sur Roméo et Juliette. Laquelle souhaitez-vous écouter ? Ah, alors donc c'est un mystère parce que je sais pas. C'est un mystère, exactement. Alors, on va faire Roméo et Juliette pour rester, pour ne pas trahir, voilà, le Shakespeare et moi, voilà. Juliette avec Roméo s'aimaient d'un amour si beau, s'aimaient d'un amour si grand que leur amour vivra éternellement jusqu'au bout du temps et la fin des jours. Vivra pour être toujours le plus beau roman dans le cœur des amants. Et moi, comme un troubadour, je chante pour notre amour. Je chante et chante toujours cette chanson. Juliette et Roméo, chanson signée Luis Mariano. Oui, on ne peut pas finir mieux. Et ben voilà. Merci beaucoup Enki Bilal d'être venu dans les Midis de Culture, une émission préparée par Cyril Marchand, Anaïs Isbert, Aïssatou Ndoye, Manon de la Selle, Laura Dutèche-Pérez, et Zora Vignet. Émission réalisée par Nicolas Berger à la prise de son, c'est Olivier Arnay. À demain Géraldine. À demain Nicolas.